Vous retrouvez maintenant La foi prise au mot, votre émission de formation chrétienne présentée par Régis Burnet. Aujourd'hui, à l'occasion de la fin du Festival d'Angoulême, christianisme et bande dessinée. Avec Philippe Delisle, professeur d'histoire contemporaine à Lyon 3, Luc Courtois, historien à l'Université catholique de Louvain, et Yves Félix, membre du Centre religieux d'information et d'analyse de la bande dessinée. Bonjour et merci de nous retrouver pour La foi prise au mot, votre rendez-vous de formation et de réflexion. À l'occasion du Festival de la bande dessinée d'Angoulême, je vous propose de faire le point sur les rapports entre le christianisme et la BD. On le sait, la BD franco-belge est née dans les milieux catholiques, que ce soit Tintin et le journal de Tintin et Spirou. Comment expliquer qu'il en fut ainsi et quelles furent les conséquences de cette plongée dans les fonds baptismaux catholiques? Aujourd'hui, ces liens existent-ils encore? Y a-t-il une création chrétienne, que ce soit explicitement ou implicitement? Et à cette première série de questions se joint une seconde. Depuis une vingtaine d'années, on a vu se multiplier les BD empruntant à des thèmes religieux comme le Graal, les évangiles oubliés, les 30 deniers de Judas. Alors, comment l'expliquer et qu'en dire? Vous voyez que nous avons de nombreuses questions pour nos invités, et ils sont trois en plus. Bonsoir Luc Courtois. Bonsoir. Vous êtes professeur d'histoire contemporaine à l'Université catholique de Louvain et vous aimez la BD. Voilà, oui. Philippe Delisle, bonsoir. Bonsoir. Vous êtes professeur d'histoire contemporaine à Lyon 3. Vous aimez aussi la BD. Et vous êtes directeur de la collection Esprit BD chez Cartala. On montrera certaines de vos productions. Et puis Yves Félix, bonsoir. Bonsoir. Vous êtes professeur de mathématiques à l'Université catholique de Louvain et vous êtes membre du CRIA BD. Alors, première question, qu'est-ce que le CRIA BD ? Alors, le CRIA BD, c'est le Centre religieux d'information et d'analyse de la bande dessinée. C'est un centre qui se situe à Bruxelles, qui veut promouvoir l'évangélisation par la bande dessinée et qui essaie de donner une place à la BD religieuse à l'intérieur de la bande dessinée et de promouvoir certains albums religieux à contenance plus religieuse à l'intérieur du monde de la BD. Et vous intervenez en marge du Festival d'Angoulême, hein, c'est ça, puisque vous décernez un grand prix. Angoulême a ses prix. Ah oui, a ses prix. Et tandis que le CRIA BD désigne chaque année un prix, le prix de la meilleure BD chrétienne de l'année, et pour nous chrétiennes, c'est la BD qui a le plus de valeur chrétienne. Pas nécessairement la BD qui parle le plus de la religion, oui, mais celle qui peut aider le mieux à se développer en tant que chrétien. Alors, qu'est-ce que vous pensez de mon lancement? Est-ce que vous êtes d'accord que la BD, finalement, a été plongée dans les fonds baptismaux oui. chrétiens? Oui, tout à fait. Donc, Hergé commence dans le Boy Scout belge, qui est une revue du pilier catholique en Belgique. Il va continuer au XXe siècle, qui est un journal clérical belge de l'entre-deux-guerres. Si on prend les premiers albums qui vont reprendre les succès de Hergé, ils sont publiés chez Casterman. Casterman, c'est un éditeur catholique, hein, Pro Deo et Patria, c'était la devise de Casterman, donc c'est tout un programme. Pour Dieu et la patrie. Donc c'est un moyen de diffusion qui est catholique, et alors je dirais il faut aussi parler de toute une série d'organes de diffusion, la croisade eucharistique qui n'aura le croisé plus tard, Petit Belge chez les Prémontrés d'Averbeau. Donc le milieu, il est éminemment catholique. Spirou, et puis Tintin, donc Spirou c'est 1938, et puis Tintin en 45. Tintin, c'est le Franche, le Lombard, c'est une maison d'édition normale, mais avec des valeurs qui sont très marquées par Hergé, le directeur, ainsi de suite. Et alors, Spirou, c'est un éditeur catholique du Puy, qui est un patron catholique social, il finance les Salésiens, il est conseillé par un jésuite, donc c'est tout un monde bien déterminé. Alors, si on essaye de l'expliquer, je pense qu'il faut invoquer deux éléments. C'est d'une part l'importance accordée par l'Église à la jeunesse. Oui. Et donc, on développe une rhétorique de la séduction dès le plus jeune âge. Et donc, pour ça, je dirais, il y a des supports, notamment illustrés, et donc qui renvoient aussi, depuis l'imprimerie, à l'image pieuse. Donc, il y a une tradition d'image et d'utilisation de l'image.
bande dessinée, c'est un nouveau support texte-image, mais quand même avec de l'image. Donc il y a cette tradition-là. Et il y a des moyens de diffusion qui sont à la portée, puisqu'il y a des revues pour la jeunesse, etc. Donc je dirais, on peut y voir une tradition tournée vers la jeunesse et aussi une tradition de l'image et de l'encadrement de la jeunesse par l'image. Les chrétiens n'inventent pas la bande dessinée. Non, les chrétiens n'inventent pas la bande dessinée. Alors l'invention de la bande dessinée, c'est compliqué. C'est comme l'invention de la peinture, de la littérature. Les théoriciens en discutent. On a pensé longtemps aux États-Unis. On pense plus maintenant peut-être à la Suisse au XIXe siècle. Mais en tout cas, pour reprendre continuer sur ce que disait Luc, dans le moment où elle se développe, dans l'entre-deux-guerres, dans le monde franco-belge, l'heure est à la mobilisation de la jeunesse. D'ailleurs, pas que chez les catholiques, aussi chez les socialistes, à gauche, l'encadrement des mouvements de jeunesse. Et ce monde catholique, il a vraiment des structures de diffusion, des réseaux de diffusion, et en plus qui échappent un petit peu aux nations. Parce que par exemple, dans le cas d'Hergé, il publie au départ dans le Petit 20e, qui est un journal catholique belge, qui n'a pas un tirage énorme dans la partie francophone de la Belgique, mais assez vite, le mouvement Cœur Vaillant, qui est lié au patronage français, lui propose de reprendre Tintin. Et là, on a des tirages de plus de 100 000 exemplaires. Donc ça va permettre la diffusion en France. Et puis même un journal catholique en Suisse romande va lui permettre d'aller sur ce côté-là. Et cette nature franco-belge de la BD, on va d'un espace francophone à l'autre. Elle est aussi liée à l'existence de ces réseaux catholiques. Et c'est des réseaux qui sont assez innovants à l'époque. Parce que, par exemple, dans les patronages, on va proposer les albums de Tintin aux enfants, mais on va les mettre aussi sous forme de ce qu'on appelait à l'époque des images fixes, c'est-à-dire des espèces de diapositives de chaque case. Et les aumôniers, le jeudi, dans le patronage, ils vont passer ça aux enfants, un peu comme l'ancêtre d'un dessin animé. On passe donc des images de Tintin qui pourtant n'est pas explicitement, enfin n'a pas une narration catholique, ou une narration chrétienne. Est-ce qu'il y a une littérature qui aussi se met en place, des BD qui se mettent en place explicitement chrétiennes pour exalter les valeurs de la jeunesse et aussi du catholicisme? Je crois qu'on a mis en évidence... Le Dupuis a réalisé un album qui s'appelle Sur Don Bosco, parce qu'il voulait mettre son saint patron en évidence, et c'est devenu une véritable... C'est ce qui a fait la fortune de Giget, des éditions Dupuis pendant un moment, et cet album Don Bosco, c'était du Giget. Il y a eu deux versions, une version en noir et blanc et puis une version en couleur, mais c'est plein de dynamisme, c'est plein de... vous aimez? Oui, j'aime. Mais je dois dire que récemment, on le met en évidence chaque fois qu'on va dans des séances où on essaie de vendre de la bande dessinée chrétienne. Et on a régulièrement une multitude de gens qui ont la soixantaine au moins, qui passent et qui disent « Ah, j'ai lu ça en étant jeune, c'est formidable ». Mais on dit « Est-ce que vous le recommanderiez, vous l'achetez pour vos petits-enfants ?» Je ne crois pas qu'ils vont lire. Donc il y a un peu. C'est excellent, mais ça date un peu. C'est dans un contexte, oui. C'est dans un contexte. Ouais, c'est ça. Et je pense que, par exemple, Charles de Foucault passerait beaucoup mieux à l'heure actuelle encore que Don Bosco. Là aussi de Giget. De Giget, oui. Alors, on a dit c'est franco-belge. J'ai envie de poser la question, surtout que vous êtes belge. Pourquoi la Belgique ? Oui, alors c'est une question, à mon avis, de sociologie littéraire. C'est-à-dire que la Belgique, comme la Suisse ou le Québec, ce sont des francophonies périphériques, donc qui sont à la marge du marché littéraire français dont le centre est à Paris. Et ce centre est autoritaire et c'est lui qui... Quelle image vous nous faites. Il y a eu une thèse à Liège de Dubois sur l'institution littéraire. Il montre ça très très bien. Donc ce n'est pas seulement vrai pour la BD, c'est vrai aussi pour le polar, par exemple. Simenon est belge, Ré est belge. Donc il y a des éléments de convergence. Et donc je pense que l'hypothèse, c'est que loin du centre parisien, qui regarde la bande dessinée comme un art mineur, voire perverti, avec Fortron, les pieds nickelés, c'est un archisant très dangereux. Alain Saint-Augan, Ziképus, bon, c'est un grand succès au début, mais
il ne va pas faire percer comme auteur de bande dessinée, ce qui sera le cas d'Hergé. Oui. Et donc, à mon avis, il y a eu un phénomène qui a fait que Hergé, loin de la censure ou du contrôle parisien, a pu développer un média, l'expérimenter. Tintin au pays soviétique, c'est pas de la bonne bande dessinée. Son Far West avec Tintin en Il est Amérique. tout jeune. Oui, Il est voilà. tout jeune, Mais donc, on voit bien qu'il commence à expérimenter. Ça devient sérieux à partir du Lotus Bleu, parce que là, il s'informe, etc. Et alors, quand le média est bien mis au point, on peut le réexporter vers la France, ce qui n'est pas du tout innocent. C'est un grand marché. Ça va permettre aux auteurs de bande dessinée en Belgique de vivre de leur art, ce qui ne sera pas le cas du côté flamand, par exemple. Du côté flamand, il y a Bob de Mort est flamand, donc Bob de Mort, c'est Bob et Bobette. voilà. Oui. Pas Bob et Non, Bobette, il a fait Corentin, pas Corentin. Cory Le Moussaillon. Oui, Cory voilà. Moussaillon, Oui, oui. c'est C'est un 20 assistant d'Hergé, d'Hergé, surtout. surtout. Bob et Bobette, c'est Van der Van der Van der Steen. Steen. Willy Van der Voilà, Steen. ça y est, on va y arriver. Ça, c'est la production de studio à Anvers, ce n'est pas innocent. Les Flamands, quand ils font de la bande dessinée, font de la production industrielle sur le modèle américain, parce que c'est la seule façon de la rentabiliser, parce qu'ils n'ont pas un marché de langue néerlandaise suffisant. Ah oui, c'est ça. Et donc, tandis que nous, avec le marché francophone, on peut exporter nos produits et en vivre. Et donc, on va pouvoir se concentrer sur l'art graphique bande dessinée, alors que les Flamands vont surtout être bons dans le cartoon, le dessin de presse. Ouais. Et donc, ce sont le studio Van der Steen à Anvers ou le cartoon, c'est deux mondes différents pour des raisons financières. Et donc, franco-belge, c'est très intéressant. C'est à la fois la périphérie qui permet de mettre le média au point, et puis le marché français qui permet de le développer et d'en vivre. Vous écoutez maintenant La Foi prise au mot, votre émission de formation chrétienne présentée par Régis Burnet. Aujourd'hui, à l'occasion de la fin du festival d'Angoulême, on parle justement de christianisme et de bande dessinée avec Philippe Delisle, professeur d'histoire contemporaine à Lyon 3, Luc Courtois, historien à l'Université catholique de Louvain, et Yves Félix, membre du Centre religieux d'information et d'analyse de la bande dessinée. Et la religion intervient là-dedans, si je peux embrayer. Oui, parce tout à que, fait. par exemple, c'est l'abbé Wallet, un curé un peu de choc, qui lance Hergé dans la BD en Belgique, et en le poussant à faire de la BD, en lui disant c'est bien, faites de la BD, mettez des bulles, mettez pas des textes en dessous, soyez modernes, faisons des albums. Et en revanche, en France, chez Cœur Vaillant, l'abbé Courtois, lui, on sent que dans cet univers français sans doute plus littéraire, il est beaucoup plus réservé. c'est ça. Il va rajouter des textes en dessous, sans demander à Hergé, parce qu'il dit, oh, les bulles, les gens n'arriveront pas à lire, puis il faut du vrai texte pour qu'on puisse lire, etc. Et de même, dans cette Belgique catholique, au départ, Tintin est quand même relativement catholique. Alors, c'est du récit d'aventure, hein, c'est un magazine scout, donc le côté aventure est fort, mais quand même, il y a régulièrement des marqueurs. Par exemple, dans Tintin en Amérique, dans la version d'origine, à un moment donné, un gangster menace Tintin, et là, Tintin dit d'une part, montrons notre courage du vrai Belge, et mon Dieu, recevez mon âme. Lorsqu'il mettra cet album en couleur pour le vendre en France, il n'y a plus de vrais Belges et il n'y a plus de mon Dieu, recevez mon âme. Donc on gomme l'identité. Et on gomme l'identité catholique en même temps pour un marché hexagonal, comme tu le disais, qui est beaucoup plus important, mais qui est beaucoup plus laïque aussi. C'est la République, c'est pas le royaume belge. Alors Luc Courtois parlait de censure française, pardon. Est-ce qu'il n'y a pas quand même aussi une censure, on va dire chrétienne? Vous avez cité la figure de l'abbé Wallet, qui est quand même une figure particulière, c'est le moins qu'on peut dire. Collaborateur pendant la deuxième guerre, c'est du catholicisme d'extrême droite. C'est comme ça qu'on dit pour parler. C'est du catholicisme de choc. Dans le monde catholique de l'époque, c'est évident. En plus, c'est une littérature pour enfants, donc il ne faudrait pas faire d'anachronisme. C'est une littérature pour enfants, et puis en plus, à une époque, dans les années 20, 30, 40, même encore 50, où on n'est pas dans la mixité. Donc on a une littérature pour les garçons, une littérature pour les filles. Tintin, Spirou, ça vise plutôt des garçons. Donc il ne faut pas s'étonner que dans Tintin, il y ait peu de femmes, qu'il n'ait pas d'aventure amoureuse. La Castafiore, ce n'est pas un modèle féminin. Mais justement, c'est même
très intéressant, c'est une sorte très de exaltant. repoussoir. Oui, et même Jacobs, qui dessinait Blake et Mortimer dans Tintin, disait qu'il ne voulait pas dessiner de femmes. Le seul Blake et Mortimer où on voit une femme sur une case, c'est parce que cette case a été dessinée par un assistant, en fait, qui a rajouté une femme. Il considérait que c'est pour des garçons, il ne faut pas de femmes. Donc il y a cette censure-là qui joue cette espèce d'autocensure dans le monde catholique. Et quand la BD va se développer en France, là, il y aura une autre censure légale des catholiques et des communistes français, ce qui montre que la gauche et la droite ont les mêmes idées pour l'éducation des jeunes, vont considérer que la BD, ça peut être dangereux, notamment la BD américaine, et ils vont instaurer une commission de contrôle. C'est la loi de juillet 49 sur les publications pour la jeunesse, qui existe toujours, même si elle n'est pas activée forcément, et qui fait que, notamment, la BD qui est éditée hors de France, elle est soumise à examen et elle peut être interdite d'importation. Et donc, pour les éditeurs belges, là, ça ajoutait une contrainte, mais là, ça jouait surtout sur... on ne voulait pas de violence. Donc, dans des épisodes de Spirou, par exemple, Franquin va devoir gommer les revolvers des mains des méchants. Et on voit des méchants qui disent les mains, comme s'il y avait un revolver, mais le revolver n'y est plus. Et puis, on ne veut pas de discours trop politiques. Et dans la commission de contrôle, il y a par exemple des communistes. La BD belge d'orientation catholique, elle est souvent assez anticommuniste. Et donc, par exemple, il y a des albums de Bogdani qui se passent dans la guerre de Corée qui seront interdits pendant des décennies. Au nom du marché français. Du marché français. C'est aussi l'époque où on francise certains décors et des costumes de policiers, par exemple. Donc, dans les premiers albums, on a des gendarmes belges. Oui. Et puis, ça à quoi on reconnaît un gendarme belge? L'uniforme était caractéristique avec le képi en arrière, donc on ne sait pas se tromper. Pour pénétrer le marché français, il y a effectivement ça aussi, et les éditeurs, ça le font et le proposent eux-mêmes, dire on va faire de plus en plus des BD avec des héros français. Donc souvent les dessinateurs belges dans Spirou, par exemple la Patrouille des Castors, qui est la grande BD scout, c'est une patrouille française, et ils vivent en France. Quand ils vont au Congo, c'est au Congo français, bien que ça soit dessiné par des Belges et édité dans un journal belge. Mais il faut plaire au marché français. Et alors les Belges, comment ils le vivent? Enfin, je vous pose la question à tous. Ça n'a jamais, en étant lecteur de Spirou, posé un problème de voir, par exemple, Marc Dacier, grand journaliste, pour un journal parisien. Ça vous vous êtes pas dit, mais pourquoi est-ce qu'il n'est pas journaliste au soir? Non. On est habitué. Hein. Par contre, il y avait quand même, quand vous dites censure, moi je me rappelle qu'il y avait la bande dessinée qui s'appelait L'Épervier bleu, au début, où les protagonistes aimaient bien la bagarre. Eh bien, il y a eu des pages censurées pour la version française, parce que c'était trop violent. Et puis, sur la version belge, quand c'est passé en album, ça a été un peu modifié. Donc, vous aviez le meilleur, en fait. Vous aviez les choses les plus croustillantes. Mais il fallait quand même faire très attention avec la... Ouais. Ne pas faire, comme vous dites, pas faire trop de brutalité et de choses ainsi. Oui, et Dupuis, par exemple, censurait de temps en temps des auteurs, disant ça, on ne montre pas. Oui. Ça ne convient pas à la jeunesse. Donc, Vous avez dit que vous êtes habitué, c'est-à-dire que vous êtes habitué Mais nous avons toujours été une francophonie périphérique. À notre jacobinisme non, forcené. ce n'est pas un jacobinisme, il n'y a rien à faire. Le marché français, c'est 10 fois le marché francophone de Belgique. Et donc, nous avons toujours été proches des productions culturelles françaises, par la langue aussi. Et donc, il y a un décentrage des francophones de Belgique par rapport à la production française, qui est massive. Donc ça ne nous choque pas. Le nombre, en matière de technologie, par exemple, le nombre de Belges qui ont fini à Paris, Adolphe Sax, qui vient de Dinan, Paris, Zénobe Bram, il est au Père-Lachaise. L'inventeur du saxophone. Voilà. Oui. La machine de Marly, c'est Renquin Sualem, un Liégeois, qui est allé la faire en France. Donc, il y a cette proximité d'un grand pays qui offre des possibilités qu'il n'y a pas chez nous. Et donc, ça ne nous étonne pas, c'est dans la logique des choses. J.G. dont on parlait, qui assez vite met en scène, par exemple, Valardi en 1941, qui est un Valardi qui réside en France, qui part au Maroc français, etc. Après-guerre, il s'installe en France, s'installe dans le sud de la France, puis finalement, il s'établira près de Paris et il finira ses jours près de Paris. Et par exemple, il aimait beaucoup la peinture et il aurait aimé être reconnu comme peintre. Il va chercher à exposer à Paris, qui est ce centre, effectivement, comme tu le disais. Le centre de la peinture, c'était le salon, c'était... Donc effectivement, c'est une BD vraiment franco-belge. Enfin, c'est pas une sorte de Je prends Van Gogh en peinture. Oui, oui.
il est allé Oui, oui. en France, son frère était marchand d'art à Paris, donc ils sont enterrés tous les deux à Auvers-sur-Oise. Donc je veux dire, c'est pas seulement les Belges francophones, il y a aussi des tas de Flamands, des Hollandais qui m'ont monté en France, à Paris. Donc c'est une dimension qu'on ne peut pas éliminer. Je voulais peut-être ajouter aussi une chose sur le côté belge de cette BD franco-belge. Ce n'est pas un hasard non plus si c'est Casterman qui publie les premiers albums, c'est un éditeur catholique important. Mais une chose qu'il faut souligner, c'est que Casterman publie un vrai livre, c'est-à-dire sur du beau papier, alors qu'à l'époque, le standard, c'est du papier journal. C'est un livre relié, cartonné, et donc ça va faire accéder la bande dessinée à un statut de livre. Il y a une valeur artistique, et donc c'est aussi un élément qui, à mon avis, vient de Belgique, qui est important à signaler. Oui, du côté flamand, du côté néerlandophone, toutes les bandes dessinées sont toujours brochées encore actuellement. Oui, tout à fait. Tandis que du côté francophone, chez Dupuis, comme chez Pilote après, les premières bandes dessinées autres, comme Lucky Luke, Bugdani, étaient brochées. Oui. Mais à partir de certains moments, les éditeurs se sont rendus compte qu'il y avait une demande pour un livre, parce que le livre tient mieux en bibliothèque, même si ça prend plus de place. Et donc, les éditeurs se sont lancés, et maintenant, il n'y en a aucun du côté francophone qui est prêt à revenir à des éditions brochées, qui seraient beaucoup moins chères. Non. Parce que le public veut du cartonné. Oui. C'est le Et manga. c'est un livre. Et C'est un objet culturel. C'est ça, c'est la volonté, c'est de faire passer la BD comme un objet, comme vous dites, hein, comme un livre. Le manga reste broché, c'est une des grandes différences. Oui, et souvent c'est ça. sur du mauvais papier. Oui, voilà. Alors, j'aimerais qu'on s'interroge sur cette question. BD explicitement chrétienne, BD pas explicitement chrétienne, le tout chapeauté par le monde chrétien. Est-ce qu'il y a eu une réflexion là-dessus ? Est-ce qu'on a des traces de gens qui se sont dit on va taper dans les deux, c'est-à-dire on va faire à la fois la vie de Don Bosco et en même temps Tintin en Amérique, ou est-ce que c'est quelque chose qui... On sait historiquement que donc ça naît dans les milieux catholiques, plutôt, je pense, au départ, avec cette idée de saine distraction pour les enfants, d'imprégnation catholique, de l'aventure avec une imprégnation catholique. Et je pense qu'au départ, l'Église devait considérer que la BD n'était peut-être pas assez sérieuse pour être un moyen d'évangélisation. Et puis, devant le succès de la BD, notamment, là, c'est le Don Bosco qui est un des premiers éléments qui va en ce sens. La famille Dupuis, qui sont de très bons catholiques, très impliqués. Jean Dupuis, le fondateur, il va à la messe tous les jours quand même. Et, comme tu le disais, il a un conseiller jésuite, etc. Ils vont se dire, est-ce qu'on ne pourrait pas utiliser la BD à des fins d'évangélisation ? Et là, ça va être l'idée de faire une vie de Don Bosco. Là, c'est l'éditeur qui le propose à JG, qui, semble-t-il, n'était pas très chaud au départ parce que ça sortait un peu du cadre de la BD d'aventure, se documente sur le personnage et dit oui, finalement, il y a quelque chose d'intéressant à faire. Lui-même est un croyant, est un catholique convaincu, et ça va lancer ce genre de la BD chrétienne. Et ça va avoir un certain succès parce que la BD marche bien, l'album marche pas mal. Il y a les réseaux salésiens derrière avec leurs écoles qui permettent de le diffuser. Et d'ailleurs, quand Spirou paraît en France en 1946, ils vont remettre Don Bosco pour les Français. Alors qu'il était paru en 1941 en Belgique, ils le remettent pour l'édition française comme une espèce de produit d'appel. Et à partir de là, il y a une espèce d'enchaînement, parce que par exemple, le journal Tintin voudra aussi avoir un peu son Don Bosco, et là, ils vont faire Monsieur Vincent. C'est l'époque où il y a eu le film sur Vincent de Paul, qui est un peu le pendant. Et ça lance la BD chrétienne. Est-ce qu'il y a... Oui. Oui, si on regarde par exemple dans l'entre-deux-guerres les magazines destinés à la jeunesse, comme côté francophone, comme Le Croisé à Namur, où JG commence également, et le Petit Belge chez les Prémontrés d'Averboot, la bande dessinée est antérieure à JG qui va y entrer dans les années 35, plus ou moins, mais je dirais, l'objectif, il n'y a pas de BD religieuse. Il y a une cassure vers 1930, c'est-à-dire que les premiers magazines sont très... Saint-Sulpice, je dirais, avec des choses très religieuses. Et puis, progressivement, ça s'estompe. Et comme dit Philippe, l'objectif, c'est de faire de la distraction saine.
c'est pas d'utiliser la bande dessinée comme un support d'évangélisation, de moralisation, etc. Non, c'est amusez-vous gentiment. Et il n'y a pas d'idée de propagande religieuse comme telle au départ. Donc est-ce que ça veut dire qu'il y a quand même cette idée que c'est un art mineur? C'est-à-dire que, bon, on contrôle les esprits. On contrôle les esprits avec peut-être le catéchisme et du texte, donc quelque chose de culturellement valorisé. Et puis bon, voilà, c'est le petit moment. Oui, je pense que ça reste regardé comme un art pour enfants jusque 1950, dans les années 50. C'est ça, c'est Oui. là le C'est tournant. 1959 qui va être le point de rupture. D'accord. On sent que les créateurs de bande dessinée, des gens comme Franquin par exemple, sont arrivés au bout de la bande dessinée pour enfants. Dans Spirou, il y a le trombone illustré, qui est une aventure de pré-bande dessinée pour adultes. Oui. Et puis, Pilote va développer ce standard-là, et ils vont faire école avec Fluide glacial, Métal hurlant, et des choses comme ça. Ça, c'est la bande dessinée pour adultes. Là, c'est devenu un art d'expression ordinaire pour tout le monde. Mais jusque les années 50, c'est un art pour enfants, et c'est regardé comme tel. Et c'est quoi la différence entre une bande dessinée pour enfants et une bande dessinée pour adultes? C'est qu'on voit enfin une femme dessinée? Notamment. Mais pas seulement. Ça, et puis je pense aussi que c'est ce que tu sous-entendais un petit peu, c'est que vont s'affirmer l'idée qu'on a des créateurs. Et donc du coup, avant, dans la bande dessinée pour enfants, on est dans une littérature de genre, c'est-à-dire qu'on doit obéir à des normes très strictes, il faut que les gentils soient entièrement gentils, les méchants entièrement méchants, on a des scénarios un peu construits qui se retrouvent d'une série à l'autre, d'une aventure à l'autre, tout ça est très normé. Et puis on est dans l'idée d'un artisanat où celui qui le fait n'a pas grande importance. Par exemple, souvent dans la BD, jusqu'aux années 50, les scénaristes ne sont pas mentionnés. Oui. On a le dessinateur signe ses planches, mais on ne sait pas qui a fait le scénario. Parfois, des planches paraissent sans qu'on sache du tout même qui est le dessinateur. C'est le cas de François Xavier, justement, qui est une BD chrétienne faite par un jésuite. Très bonne BD chrétienne parue dans Spirou, assez innovante. Un jeune jésuite, Pierre de Fou, c'est pas signé. On ne sait pas quand ça paraît, on ne sait pas qui le fait. Comme si ça n'avait pas d'importance. Avec la BD adulte des années 70-80, on a des personnalités et puis aussi des styles graphiques qui vont être très innovant, on va reconnaître un certain style, des scénarios plus ambitieux, et donc on passe d'artisans à vraiment des créateurs. Oui, alors il y a des tas d'éléments. On parle de problèmes politiques, on voit des femmes, on parle d'amour, de sexualité. C'est un regard déjanté, tranche de vie de Lausier, Thérèse d'Avila de Bretcher et des choses comme ça. C'est un autre regard sur les choses. Donc c'est devenu un moyen d'expression libre. On peut tout dire avec la bande dessinée. C'est ça. Ce qui n'était pas du tout le cas avant. Oui, puis c'est vrai qu'on peut avoir des personnages féminins. Déjà dans Pilote, c'est Valérian et Laureline. Oui. Il y a des personnages féminins qui rentrent. Blueberry, c'est quand même de l'aventure très dure. Donc on n'est plus dans la littérature pour les enfants. Alors ce phénomène qui a lieu ici dans la bande dessinée franco-belge, il a lieu en même temps aux États-Unis. Parce qu'aux États-Unis, jusque dans les années 30, on a le Superman, on a Prince Vaillant d'Harold Foster et des choses. Et puis en même temps, l'Église se dit qu'il faut occuper, que les jeunes n'ont que cela, donc il faut donc des bandes dessinées, il faut les occuper avec de la littérature sérieuse. Et on crée Catholic Comics, qui va être diffusé dans les écoles catholiques, dans le réseau catholique. Et puis après, il y aura une autre série qui s'appelle Chasse au trésor, Treasure Chest, qui va arriver, qui va être une diffusion dans laquelle il y a des jeux, il y a des commentaires sportifs, il y a des vies d'artistes, mais il y a aussi des biographies religieuses. Et tout ça, c'est uniquement via l'enseignement catholique aux États-Unis. Donc ce sont des revues qui tirent à des centaines de milliers d'exemplaires, qui sortent tous les 15 jours et qui inondent un marché. Là, pour éviter que les gens ne lisent que des Superman, Batman, comme on avait à l'époque. C'est ça. Et ça, c'est arrivé aussi au début des années 40, en même temps que c'est arrivé ici en Europe.
Soyons un peu... Ça tient, je m'excuse, Oui, je vous en prie. juste pour terminer là-dessus, ça tient beaucoup aussi à un regard extérieur qui fait qu'à partir des années 70, la BD est regardée de l'extérieur comme un art, etc. Parce que même dans la BD pour enfants, un album de Tintin comme Lotus Bleu, on peut dire que c'est véritablement l'œuvre d'un créateur qui a un graphisme, qui a une narration. Et maintenant, rétrospectivement, certains albums pour enfants sont regardés comme des œuvres de créateurs très, très importantes. Oui, Hergé, c'est plus le regard de la Bien société. entendu. Je pense qu'on a tous connu ça, parce qu'on est peu ou prou de la même génération. Moi, je me souviens que quand j'étais à l'école primaire, certaines maîtresses nous faisaient comprendre que si on lisait de la bande dessinée, on ne ferait jamais l'étude. Voilà, on lirait jamais de roman. C'était vraiment une espèce de pis-aller pour analphabètes. Soyons un peu genrés. J'aurais envie qu'on soit genrés. Parce que là, on a donné des exemples très connus. Tintin, Spirou, c'est pour les petits garçons. Est-ce qu'il y a l'équivalent pour les petites filles? Est-ce qu'on encadre aussi les petites filles? Oui. Oui, tout à fait. Et alors, notamment en Belgique, ça a moins marché. Mais ils ont essayé. Les promoteurs de Tintin ont créé un journal qui s'appelait Line, le journal des chic filles. Mais ils avaient du mal à trouver des BD. Oui, c'est dans les années 50. Le journal des chic filles. Une chic fille, c'est la qualité du jeune catholique, du scout, de celui qui va au patro. C'est le chic gars ou la chic fille qui va aider le curé, qui va faire traverser la vieille dame au feu rouge, etc. Mais ils ont du mal parce qu'il n'y a pas beaucoup d'auteurs qui produisent, ils vont prendre de la bande dessinée en Angleterre notamment, et ça va pas très bien marcher. En France, ça marche mieux parce que en France, notamment la presse confessionnelle, elle est aiguillonnée par la concurrence avec le Parti communiste, qui a aussi ses revues. Et là, il y a les mouvements des patros. On parlait de Cœur Vaillant, et donc il y a le mouvement Âme Vaillante qui est pour les filles. Et où là, il y a une revue Âme Vaillante qui, au début des années 50, tire à plus de 100 000 exemplaires. Et où là, on a des personnages féminins. Donc, chez Cœur Vaillant, par exemple, il y a un héros qui s'appelle Yann le Vaillant. Dans Âme Vaillante, il y a Chantal, qui est une héroïne. Et alors, si on avait une approche genrée, chaque fois, il cultive des valeurs qu'on peut dire masculines ou féminines. Donc Chantal, par exemple, elle s'occupe d'un jardin d'enfants. Elle est naturellement infirmière. Elle pleure quand elle tombe, qu'elle s'écorche le genou. Et quand elle va visiter une mission chrétienne, par exemple, elle ne va pas aller chasser l'éléphant comme Tintin dans Tintin au Congo. Elle va soigner les plaies des petits-enfants. Elle va leur lire beaucoup moins drôle, en fait. le soir. Elle est beaucoup moins drôle. Mais j'ai déjà remarqué que donc... Luc Courtois, vous qui êtes un chic gars. Non, ne le répétez pas, mais... en fait, il y a une question encore aujourd'hui de marché. Donc je pense que la bande dessinée touche moins le public féminin encore aujourd'hui que le public masculin. Ça tient au fait qu'on s'est d'abord intéressé, historiquement parlant, aux garçons, que là on a créé un mouvement, un public qui a été beaucoup moins développé du côté féminin. Et donc encore aujourd'hui, je pense que dans ma génération, par exemple, il y avait peu de femmes qui s'intéressaient à la bande dessinée. Et donc peu d'auteurs aussi, parce que tout se tient. Donc, on a moins d'autrices de bande dessinée que d'auteurs. Et donc d'une qualité qui est quand même un peu moindre, pour les filles, fait, moins intéressant. Et la BD pour adultes a quand même souvent été un peu sexiste et complaisante, parce que, vous en parliez, on voit apparaître des femmes, mais c'est souvent des femmes un peu sexy à destination d'un lectorat masculin qui a envie d'un certain de l'air. Oui, c'est ça. Mais Félix. Vous parliez de Cœur Vaillant, de Dame Vaillante. En Belgique, il y a eu une traduction de Cœur Vaillant qui s'appelait Grand Cœur, qui était diffusée via les églises, dans les paroisses, etc., dans lequel on pouvait retrouver tous ces héros qui se trouvent dans ces revues de Fleurus. Et là, il y avait quand même aussi des personnages féminins, mais au niveau enfant. Il y avait Fripounet et Marisette. Il y avait même de Hergé, Jorisette. Donc, au niveau enfant, on tolérait beaucoup plus les jeunes filles qu'au niveau adulte. Au niveau adulte, à part Chantal, je ne connaissais pas d'autres héroïnes féminines dans ces revues. Évidemment, il y avait ces revues de chez Line où il y avait des héroïnes dont j'ai oublié les noms, qui s'appelaient dans des romans, dans des livres, des histoires qui s'appelaient comme Belle du ballet et des choses ainsi. Mais c'était
Là aussi, c'est c'est les stéréotypes. Enfin. C'était du stéréotype pur. Et tandis que, bon, c'est vrai que Chantal, moi j'ai bien aimé sa danse. Dans la jeunesse, Chantal au Katanga, Chantal sur le toit du monde, Chantal au pays de l'érable rouge, tous des beaux titres. Ouais. Et c'était très agréable. Elle faisait le tour du monde, mais là-bas, elle est là pour soigner les gens, pour aider les gens. Elle n'arrivait pas en conquérante. Chantal Okatanga, puisqu'on en parle, vous savez que KTO est très regardé en Afrique. Est-ce qu'il y a les deux nations, hein, la France et la Belgique sont des nations coloniales. Est-ce qu'il y a un regard sur la colonie ou est-ce qu'on exporte dans la colonie? Est-ce qu'il y a un rapport avec... Est-ce qu'il existe des BD africaines? Il y a un rapport qui est lié aussi à l'Église, parce que notamment les missionnaires catholiques qui étaient très, très actifs au Congo belge, où justement la colonisation, plus que la colonisation française encore, considérait que la civilisation qu'on amenait devait être une civilisation catholique. Oui. Donc les missionnaires amènent avec eux les bandes dessinées, notamment ces bandes dessinées avec des références chrétiennes, comme oui. Tintin. On a des photos de missionnaires qui font lire le petit 20e à leurs ouailles congolaises. Et ça va accoutumer une partie de cette jeunesse africaine à la bande dessinée. Et peu à peu, on va avoir des auteurs qui arrivent. Très tôt, dans les années 30, il y a un petit Congolais qui, sous l'égide de missionnaires, va renvoyer à Bruxelles, à la revue qui publiait Tintin, une petite BD inspirée de Quick et Flup, en lingala, donc une des langues du Congo, et ça va être publié à Bruxelles. Et par la suite, il y a des spécialistes qui ont travaillé là-dessus, comme Christophe Cassio. Par la suite, on va avoir des auteurs qui sortant de ce cadre catholique, vont s'affirmer, et une école de bande dessinée, notamment au Congo, dans la République du Congo, l'ancien Congo belge, où on a une bande dessinée qui est relativement active et qui peut pour partie passer par des milieux chrétiens. Il y a certains Congolais aussi qui ont, parce que bon, c'était compliqué d'éditer sur place, les conditions sociales, économiques, qui sont partis en Belgique et qui ont été des élèves d'Hergé. Il y a notamment Barli Baruti, Mongo Cissé, qui ont travaillé au studio Hergé, qui ont été des élèves d'Hergé et qui ont, plus certains, publié dans Spirou dans les années 80. Avec un regard africain? Ou simplement ils étaient africains et ils s'étaient... Alors c'est un des problèmes, c'est qu'il peut y avoir une BD. Là, c'était souvent des gens qui dessinaient ligne claire, mais on peut avoir une BD... alors il y a toujours en Afrique une BD, et dans pas mal de pays d'Afrique de l'Ouest, une bande dessinée qui est assez dynamique, qui a la difficulté d'arriver à être diffusée en Europe et qui souvent maintenant se ressent sur le marché africain avec des diffusions où on vend sur les marchés, on renéotype les bandes dessinées, etc. Mais on peut avoir des auteurs africains aussi qui avec un regard africain, arrive à percer un petit peu en Europe. Il y avait un dessinateur congolais là, qui s'appelle Serge Diantantou et qui, lui, vient de milieu kimbanguis, donc prophétisme africain, et qui a fait un certain nombre de BD donc, sur Simon Kimbangu, et aussi qui avait fait une histoire de l'esclavage, qui a eu un certain succès en France, et là, avec un regard africain. C'est-à-dire qu'on voyait un village africain, et on voyait des Européens arriver avec un bateau, et c'était le point de vue africain sur qui sont ces gens qui viennent acheter des esclaves, qu'est-ce qu'ils nous veulent, qu'est-ce qu'ils veulent faire des esclaves. Vous écoutez maintenant La Foi prise au mot, votre émission de formation chrétienne présentée par Régis Burnet. Aujourd'hui, à l'occasion de la fin du festival d'Angoulême, on parle justement de christianisme et de bande dessinée avec Philippe Delisle, professeur d'histoire contemporaine à Lyon 3, Luc Courtois, historien à l'Université catholique de Louvain, et Yves Félix, membre du Centre religieux d'information et d'analyse de la bande dessinée. Alors, il nous reste un quart d'heure, donc on va arriver à l'actualité. On peut dire que le pilier, pour parler comme un Belge, le pilier s'est un peu érodé ou peut-être effondré, le pilier catholique. Est-ce que l'Église a encore son mot à dire dans la BD? Ça, c'est compliqué. L'Église en tant que telle? Non. Non. C'est un certain nombre d'auteurs qui ont des convictions chrétiennes, des éditeurs qui veulent promouvoir de la bande dessinée chrétienne, et puis il y a un peu les deux. Alors je dirais, par exemple, Dargaud a sorti
récemment 3 albums dessinés par Martin Jamard et scénario de Jean Dufaux, donc quand même des grandes pointures, Oui. respectivement sur Monsieur Vincent, sur Charles de Foucault et sur Matteo Ricci. Dans les 3 cas, il ne s'agit pas d'hagiographie, mais il s'agit de présenter une partie, un moment de l'histoire de ces personnes et par une partie de cette histoire, essayer de faire ressortir la personnalité de la personne et son œuvre, ce qu'il a réalisé pendant cette période. C'est ça. On fait donc on est bien dans le cadre à la fois de chacun des personnages, mais il y a une petite histoire qui est mise, qui permet de me faire ressortir le charisme de la personne. Quelle est la différence avec la vie de Don Bosco? C'est justement de Gigé. C'est la vie? On a renoncé à la vie? Dans ces 3 cas-là, par exemple, Matteo Ricci, il est né en 1559. On commence à parler de lui en 1601, quand il arrive à la cour à Pékin, dans l'enceinte de La cité interdite. la cité interdite, où il restera 9 ans. Mais là, on explique que l'histoire est basée sur le fait qu'il souhaitait rencontrer l'empereur, il n'arrivera jamais à le rencontrer. Mais à partir de là, on fait toute une histoire qui permet de le montrer, de l'entendre dire « je vais à la rencontre de cette culture, j'essaie de voir ce qu'il y a de bien dans Confucius ». Il dit des paroles, et puis son interlocuteur dit « c'est votre Dieu qui dit ça ». Non, c'est dans Confucius. Mais mon Dieu aurait pu le dire aussi. Donc il essaie de faire le passage, lui, entre cette civilisation européenne et la civilisation chinoise. Et c'est très bien rendu dans cet album. Et ça, ce sont des bandes dessinées chrétiennes qui sont chez un grand éditeur, Dargaud par exemple. Il y en a d'autres, plus récentes. Alors vous avez... Alors, par exemple, il y a Poverello. Alors, Poverello, c'est chez Bayard, et ça raconte l'histoire d'un acteur qui a une vie dissolue et à qui on propose de jouer dans un film le rôle de Saint François d'Assise. Alors, il hésite et finalement, il accepte. Et alors, dans la bande dessinée, on voit sa vie et puis on voit des périodes de tournage. Et au fur et à mesure qu'il rentre dans le personnage de Saint François pour le tournage, il change. Lui-même change, et on voit par ses réflexions qu'il a changé toute sa vie et qu'à la fin, sa vie est tout à fait différente qu'au début. Et donc, c'est une manière de montrer que bien comprendre, par exemple, la vie de Saint François et ses paroles permet de changer notre conception du monde. Donc ça, c'est une bande dessinée chrétienne sur Saint François, mais qui n'est pas une hagiographie. Oui, on est moins dans la géographie, je pense, dans cette BD contemporaine que Don Bosco, qui, même s'il y a beaucoup de dynamisme du fait du dessin de Gigé, de sa qualité d'auteur, reste quand même un discours un peu tel qu'on pouvait le tenir dans l'Église il y a des décennies. Là, on a des auteurs, Ricci, dont vous parliez, il y a un côté documenté, historique, dans la représentation des décors, etc. Là, il y a un côté très, très novateur, et donc on a des choses qui sortent un peu des sentiers battus. Zepp, par exemple, qui est le père très connu pour avoir créé Titeuf, a fait un album qu'on peut mettre dans la BD chrétienne. Tout à fait. Je crois, où il raconte l'histoire d'un Chartreux qui vit dans son monastère, complètement isolé du monde, et qui doit quitter le monastère et découvrir ce monde, et comment est-ce qu'il réagit face au bruit et à la fureur de notre société contemporaine. Du Courtois. Oui, je voulais dire à propos des piliers, je ne suis pas sûr que le pilier catholique s'effiloche tant que ça. Je constate qu'en Belgique, les premières universités, ce sont les universités catholiques. L'enseignement catholique au niveau secondaire est majoritaire. Les mutuelles ont des hôpitaux, c'est une bonne, etc., etc. Donc, ce qui a changé, le pilier catholique subsiste dans une série de manifestations, mais ce qui a changé, c'est la façon dont on l'habite. C'est-à-dire qu'il s'est décléricalisé et que les gens qui l'animent sont ouverts au pluralisme et qu'ils ont renoncé à une domination sur la société et qui sont dans un regard de dialogue. Et donc,
Ça C'est dit ça. typiquement ça. Ça dit ça. Voilà. Ça dit ça. Et c'est comme ça partout. Ouais. Euh, C'est comme ça partout, mais en même temps, Oui, alors ça, je peux est-ce que parler c'est de pas un peu celle-là. hagiographique, ça? Ça, c'est hagiographique, complètement. C'est un monsieur, Carlo Acutis, qui est né au XXIe siècle, qui est décédé d'une leucémie foudroyante à l'âge de 15 ou 16 ans, 15 ans, oui. 15 ans. Alors, la bande dessinée est hagiographique, mais quand même, en lisant ça, je me suis dit, c'est quand même, j'ai appris à connaître le personnage. Et ce petit garçon, à l'âge de 10 ans, il va à la messe tous les jours, et puis après, il va à l'école. Et à l'école, on lui dit, mais qu'est-ce que tu allais faire là-bas? Il dit, j'allais voir Jésus. Jésus, c'est mon ami. Et si tu as un ami, tu vas le rendre. C'est normal pour moi. Et il parle, il dit, il est fier d'aller dire bonjour à son ami. Et il dit, bon, c'est comme si toi, tu es ami avec un joueur de foot comme Mbappé. Tu vas dire à tes copains, c'est mon ami, j'ai envie d'aller le voir. Et moi, je dis, il dit, lui, c'est la même chose, j'ai envie d'aller voir Jésus. Donc, il y a un peu cet aspect, un peu qui revient souvent dans cet album, qui m'a interpellé et qui peut interpeller. Il y a aussi l'autre chose que l'on explique dans l'album, c'est que quand il rencontre d'autres personnes, systématiquement, il fait attention à l'autre personne. Et l'autre personne se sent écoutée. Et donc, il rayonne autour de lui. Et on explique à la fin que lors de son enterrement, il y avait des milliers de personnes. Et tout le monde se disait, mais d'où viennent toutes ces personnes? Où est-ce qu'il a rencontré toutes ces personnes? Ce que je trouve intéressant, c'est qu'effectivement, c'est très hagiographique et ça, le style ressemble un peu à du JG, alors que là, on voit bien Même des différences, à mon avis, importantes. C'est que le Poverello, mais surtout, par exemple, les albums de Dufaux chez Dargaud, sur Ricci, sur Vincent, ça a été diffusé dans toutes les librairies à très grand tirage, et ça témoigne de ce pluralisme. Il y a une identité catholique, mais qui est très, très ouverte. Je pense que la BD un peu hagiographique, là, elle doit être diffusée peut-être dans le réseau des procures, mais en tout cas dans des réseaux marqués par une identité catholique assez forte et avec des tirages moins importants. Bien sûr. Et sur Carlo Acutis, il y a une autre bande dessinée qui est sortie cette année-ci. En français, il y en a plusieurs en italien, partout. Ça fleurit un peu partout. Et je dirais que derrière la géographie, les dates que j'ai oubliées, les personnes qu'il a rencontrées, ça j'ai oublié, c'est la personnalité de la personne que j'essaie de retenir. Donc je me dis que dans d'autres hagiographies, on peut les lire de deux manières. Soit on regarde comme cela a été voulu, avec tous les aspects, décoration, histoire, date, etc. Soit on se dit, je le lis pour essayer de comprendre la personne qui est là. Donc on peut avoir deux lectures. C'est vous le chic type, Yves Félix. Peut-être pas. Mais bon, il y a beaucoup de bandes dessinées actuellement. Alors on estime qu'en bande dessinée chrétienne, c'est négligeable par exemple dans le marché global. Le marché global, c'est je ne sais pas combien, plusieurs milliers de bandes dessinées par an. Les bandes dessinées chrétiennes, c'est une vingtaine par an. Mais dans la vingtaine, c'est comme ailleurs. Oui, il y a des choses bien. Il y a des choses bien qu'on essaie de mettre en évidence. Bon, il y en a 3 à 4 par an qu'on essaie de mettre bien en évidence. Le reste est intéressant. Oui, c'est gentiment dit. On arrive presque à la fin de l'émission. J'aimerais vous poser la question de la récupération aussi peut-être pas des valeurs chrétiennes, mais des symboles chrétiens. Qu'est-ce qu'il faut en dire? Je veux dire, Black et Mortimer, les 30 deniers de Judas, le succès de toutes ces BD où on voit des Templiers, etc. Mais il n'y a plus vraiment de valeurs chrétiennes derrice. Qu'est-ce que ça dit? C'est du folklore? Là, c'est plus une mode, style un peu Da Vinci Code aussi, pour tout ce côté occulte, etc. Et là, effectivement, c'est ce que disait Yves, et c'est ce qu'a bien dit Roland Francard, là, qui avait fait un livre qui est vraiment une base sur la BD chrétienne, c'est que ce qui définirait la BD chrétienne, c'est qu'elle est en phase avec le message évangélique, elle cherche à diffuser les valeurs chrétiennes. Lorsqu'on mobilise des symboles chrétiens, on n'est pas du tout nécessairement dans une BD chrétienne, et effectivement, c'est une veine qui a un certain succès. Il y a un peu l'équivalent avec des séries style Da Vinci Code sur des histoires de secrets du Vatican, de tombe de Jésus a-t-il un frère, a-t-il oui, c'est le goût du merveilleux, et c'est ce goût du merveilleux, de l'exotisme, du secret. Oui, il y a une bande dessinée qui s'appelle Père Elia, d'après un roman célèbre qui est sorti pour le moment et qui se vend dans toutes les librairies et qui est aussi
le père qui se bat contre quelqu'un qui veut essayer d'une dictature, et donc ça, c'est pas bien. Mais pour revenir à ce que tu disais, sur l'ensemble de la bande dessinée, au CRIA BD, notre responsable, Roland Francard, a écrit une biographie, une histoire de la bande dessinée qui contient énormément de choses, et elle est publiée chez toi. Alors, bah oui, chez vous. Donc, vous êtes, je l'ai dit, responsable d'une collection chez Cartala. Le diable dans la BD, par exemple. Alors là, ça, c'est le dernier. C'est vrai que justement, ça illustre un peu ce qu'on disait, la mobilisation de symboles. Mais donc, enfin, faut que si les gens s'intéressent, vous allez voir dans cette collection. Il y a d'ailleurs aussi des choses sur la BD africaine. Il y a un volume qui vient de sortir sur la BD en Côte d'Ivoire. Et puis, donc, il y a vraiment un livre qui, pour les gens qui s'intéressent à la BD chrétienne, je pense, est une excellente base parce que écrit donc par le fondateur du CRIA BD, Roland Francard. C'est un livre qui est très agréable à lire, qui est vraiment facile à lire et qui est vraiment un guide. Il présente un peu l'histoire et puis il présente des auteurs, des BD, il donne des conseils, des listes de BD sur la manière dont on peut lire ces BD chrétiennes. Et je pense que sur le sujet, c'est vraiment quelque chose qui est très, très utile. Et sinon, vous êtes l'auteur, Philippe Delisle, de ce livre. Alors, et présentez-le nous aussi. Voilà, alors donc Hergé Franquin, le Chevalier de Missionnaire, là qui est plus un livre. On est après Noël, mais c'est dommage, mais ça donne envie. chez PLG, qui est un autre éditeur qui a une collection spécialisée importante sur la bande dessinée, qui est un livre là plus sur les valeurs catholiques dans la bande dessinée franco-belge classique, où on retrouve par exemple cette figure du missionnaire dans Tintin au Congo, mais dans aussi beaucoup de BD, et où je me demande bon, qu'est-ce que ça révèle de la culture de ces auteurs, de ces éditeurs. Et bah, là, je pense que à la fois ça révèle un univers mental où la colonisation est liée aux missions catholiques, et puis cette envie aussi quand même d'adresser des signaux à un lectorat catholique, au réseau de diffusion catholique. Donc le fait de mettre de temps en temps dans un album qui est un album plutôt d'aventure, un petit symbole chrétien, ça va permettre d'être diffusé par les patronages, par les scouts, dans les écoles catholiques, et ça c'est important à l'époque, hein, jusque dans ces années 50. Il pouvait y avoir aussi une censure et des surprises de ce côté-là. Quand en 1946 est lancé le journal Tintin, les promoteurs de Tintin n'avaient pas fait attention, ils avaient mis un conte tiré de Voltaire. Immédiatement, les directeurs d'établissements catholiques belges disent « on se désabonne si c'est comme ça ». Et donc, numéro 2, il n'y a plus le conte de Voltaire, ils l'ont enlevé parce que il faut vendre dans les collèges catholiques. Et puis, si on a envie de savoir ce que fait le CRIA BD, donc il y a une revue qui s'appelle Gabriel. Hein, qui est un trimestriel dans lequel on présente toutes les nouvelles bandes dessinées religieuses et on analyse un certain nombre de bandes dessinées qui sont déjà publiées, peut-être depuis 1 an, parfois plus, pour essayer d'expliquer pourquoi elles sont intéressantes. Il nous reste plus que 2 minutes. J'ai envie de vous poser à chacun une question. C'est quoi la plus belle BD que vous avez lue, la plus belle BD chrétienne que vous avez lue C'est déjà une réponse. Il y en a beaucoup. Oui, mais ça dépend pourquoi. Alors, donnez-en une, et puis un peu vite. Dites-nous pourquoi vous l'aimez. Ce que vous conseillerez à des gens qui ont envie de... Alors moi, je dirais c'est la Bible dessinée par Gerd de Sutter et... Je m'excuse des noms. Et... Peu importe. Peu importe. Bon, la Bible en bande dessinée qui est parue chez MAM, qui est un volume de 200 pages, qui est fait en fait, qui est présenté pour être lu à la maison, c'est-à-dire tout est découpé en histoire de 2 pages, recto verso, avec chaque fois un titre. On a par exemple une parabole expliquée en 2 pages, et c'est excellent pour la lecture à la maison. Un enfant qui veut lire ça, il peut lire 2 pages et puis on peut discuter. Le lendemain, on fait autre chose. Pour la lecture journalière et la prière, c'est excellent. Moi, plutôt en historien, oui. Le Foucault de J.G., qui est un album ancien, qui a été réédité au Triomphe, parce que c'est une vraie BD d'aventure, où en fait, les 3/4 de l'album, il n'est pas vraiment question de christianisme, avec un trait magnifique, mais où en même temps, les dernières planches, on voit ce personnage un peu aventureux, casse-cou, devenir une espèce d'ermite, tout abandonné, passer dans le dénuement. Et il y a notamment un magnifique dessin de couverture, où on voit ce missionnaire qui arrive dans le désert et qui serre la main d'un
Targui, plus grand que lui, mieux armé, comme si finalement le missionnaire chrétien, il était un peu accueilli plus que quelqu'un qui va faire du prosélytisme. Moi, j'ai été marqué par Don Bosco. Ah oui, quand même. Oui, oui. Alors, ce n'est plus une bande dessinée d'actualité. Elle ne parle plus beaucoup aux jeunes, mais j'ai des souvenirs fantastiques. Et c'est ça le plus important. De l'émerveillement que... C'est une véritable bande dessinée. Il y a un sens de l'aventure, il y a une découverte de conditions sociales, de rencontres et des choses comme ça. Et donc, je garde un souvenir ému. Je ne saurais plus la lire. Eh bien, on restera sur ce souvenir ému. Merci à tous les trois. Merci de nous avoir fait découvrir votre passion pour la BD. Merci de nous avoir suivis. Vous savez que vous pouvez retrouver cette émission sur le site internet de KTO, www.ktotv.com. Et on se retrouve la semaine prochaine.